Nous sommes en Normandie 1944. Depuis un mois, les Alliés ont brisé le mur de l'Atlantique allemand. Et malgré des aléas météorologiques, la progression se fait petit à petit. Néanmoins, les Allemands tiennent le front, profitant de l'avantage du terrain du bocage normand. La grande percée promise n'est pas encore d'actualité. Les états-majors s'impatientent et mettent de plus en plus les moyens pour faire sauter ce front qui les maintient dans l'enfer du bocage. Un déluge de feu encore jamais vu va s'abattre en Normandie. Cependant, les Allemands contraints à la défense avec les moyens du bord s'usent de plus en plus. Les attaques des Alliés Epsom ou Cherbourg les épuisent petit à petit. Ils ne font que retarder l'inévitable. En ce début juillet, les Britanniques n'ont toujours pas capturé la ville de Caen. Caen devait être prise dès le 6 juin, mais le manque d'initiative anglais a permis aux Allemands de la 21e Panzer de mettre en place un cordon défensif autour de la ville, permettant d'attendre les renforts des divisions de Panzer SS. Depuis lors, les ennuis s'accumulent pour les Britanniques. Un premier assaut sur l'aéroport de Carpithet à l'ouest de Caen a été un échec permettant aux Allemands de Kurtmeyer de contre-attaquer fortement la ligne. Voulant alors contourner le front, les Anglais des Desert Rats se sont lancés tête baissée dans le désastre de Villers-Bocage. Puis les opérations prévues sont désorganisées par la tempête du siècle. Enfin, les opérations Martlet et Epsom sont des demi-succès, Montgomery considérant finalement cela comme un échec, malgré les avancées dans la vallée de l'Odon. C'est ainsi que début juillet, les opérations vont reprendre directement sur Caen et l'aéroport de Carpiquet. Toutefois, les Allemands bien retranchés empêchent toutes les progressions directes sur Caen. Depuis un mois, le front n'a pas progressé d'un pouce. Montgomery pense avoir trouvé la solution pour enfin faire avancer son front face aux Américains qui ont pris Cherbourg en 20 jours. Son idée, le tapis de bombe ou carpet bombing. Le tapis de bombe est un bombardement massif mené par avion. On concentre le bombardement sur une zone définie qui doit détruire les défenses allemandes. Et ensuite, les troupes n'ont plus qu'à prendre le terrain et percer le front. Pour l'opération Charnwood, Montgomery a prévu beaucoup de troupes. Chaque axe de progression sera géré par une division au complet. L'axe Est, comprenant la progression le long de l'Orne, sera géré par la 3e division d'infanterie anglaise. Et l'axe Ouest, autour d'Autiburon, sera géré par la 3e division d'infanterie canadienne. Ces deux divisions combattent maintenant depuis un mois. L'axe central, visant le cœur de Caen, sera géré par la 59e division britannique, fraîchement débarquée en Normandie le 27 juin. Les troupes seront épaulées par la 27e brigade blindée et la 3e brigade blindée canadienne. Cela fait un effectif d'environ 75 000 hommes et 450 chars. Ce qui va donner aux Anglais un avantage de plus de 3 contre 1 vis-à-vis des Allemands, sans compter la supériorité aérienne. Depuis le débarquement, la 21e division de Panzer s'est mise en défense autour de Caen depuis l'Orne jusqu'à Carpiquet. Dans les jours qui ont suivi le débarquement, les renforts du 1er corps SS de Sepp Dietrich a placé la 21e Panzer directement sous ses ordres. Le 1er corps SS comprend en plus la 12e division SS Panzer dit Huttler-Jünger de Kurtmeyer, la 1re division SS Panzer dit Leibstandart SS Adolf Hitler, le groupe du 101e SS Panzer lourd avec Michael Wittmann et ses tigres. Le 1er corps SS renforce toute la ligne du front mise en place par la 21e Panzer. Et comme le dit Sepp Dietrich à Edgar Feuchtinger, commandant le 21e Panzer dès le 7 juin après son arrivée, c'est moi qui commande maintenant. Et Edgar Feuchtinger sait qu'il ne doit jamais contredire un SS, surtout si celui-ci est plus haut gradé. Autour de Caen, c'est un patchwork de troupes. La 12e SS Panzer vient de subir de lourdes pertes depuis sa contre-attaque et surtout lors de l'opération Epsom. Il est donc estimé que la défense de Caen a un effectif de 20 000 hommes et seulement 100 panzers et canons d'assaut. C'est très peu, même avec l'avantage de la défense, dû à la ville de Caen. L'état-major de la 12e SS Panzer de Kurtmeyer à l'abbaye d'Ardennes, entre Carpiquet et le nord de Caen, est très proche du front. Cependant, l'abbaye a une vue dégagée sur l'ensemble du front nord-ouest de Caen.
Les Allemands n'ont plus qu'un seul espoir, tenir et empêcher les Alliés d'atteindre les plaines dégagées au sud de Caen et attendre les renforts qui tardent à venir. L'assaut sur l'aéroport de Carpiquet devait être une opération annexe à Epsom et Martlet. Mais avec la désorganisation liée à la tempête du siècle, les assauts ont été retardés tandis que Epsom passait sous le plateau de Carpiquet à l'ouest. Dès la fin de Epsom le 30 juin, les Canadiens commencent à accumuler des renforts en vue de lancer une attaque et prendre la ville de Carpiquet au sud de la Nationale 13 et surtout son aéroport. L'aéroport de Carpiquet est une position fortifiée majeure. Le terrain plat du plateau offre une excellente vision et un champ de tir dégagé. L'ensemble est parcouru d'un réseau de bunkers et tranchées avec des nids de mitrailleuses. La zone est séparée en deux, avec au nord un système de hangars fortifiés, au centre la piste d'atterrissage et au sud un second système d'hangars fortifiés. Même si depuis le 6 juin 1944 les Allemands ne peuvent plus utiliser l'aéroport pour leurs besoins, en aucun cas il ne doit tomber aux mains des Alliés. Pour cela, Sepp Dietrich a mis en défense du secteur le 26e régiment de Panzergrenadiers lié à la 12e SS, et l'un des régiments les plus agressifs du front de Caen. Mais ils vont trouver en face les Canadiens de la 3e division d'infanterie avec les régiments célèbres comme le régiment de la Chaudière, le North Shore Regiment ou les Queen's Own Rifles. Et ces régiments n'ont pas oublié ce qu'ont fait les SS durant la première semaine des combats. Cette semaine est appelée la semaine sanglante. J'en parle dans ma vidéo Normandie 1944, Opération Perche et Villers-Bocage. Le 4 juillet au matin à 2 h, 21 régiments d'artillerie, soit plus de 700 canons, ouvrent le feu sur Carpiquet et son aéroport. En complément, les navires anglais au large de Sort tirent leurs plus grosses pièces. Le bombardement dure 45 minutes. Les défenseurs SS se mettent dans leurs bunkers fortifiés. À 5 h du matin, les Alliés lancent un feu roulant d'artillerie et l'infanterie progresse juste derrière, avec en appui les chars des Fort Garry Horse, le long de la Nationale 13 et la voie de chemin de fer. Le régiment de la Chaudière et des éléments du North Shore Regiment progressent vers la ville de Carpiquet à partir de Rhodes, tandis que les Queen's Own Rifles partent de Marcelais en direction des hangars nord. À 6 h du matin, les North Shore Regiment et le régiment de la Chaudière lancent l'assaut sur la ville de Carpiquet. Le combat est violent et se fait maison par maison. Les nids de mitrailleuses dans les ruines tombent les uns après les autres et peu après 8 h du matin, la ville de Carpiquet est prise. L'église, la place centrale et les routes vers l'aérodrome sont sécurisées. Cependant, les Queen's Own Rifles et les chars du Fort Garry Horse sont bloqués au niveau des hangars nord par une forte défense allemande. Dès 9 h, les Canadiens quittent Carpiquet en direction des hangars nord de l'aéroport pour soutenir l'assaut. Le terrain est totalement découvert, la progression est stoppée et les pertes canadiennes sont fortes. À 10 h, les chars tentent une avance vers les pistes de décollage, mais les canons anti-chars et les canons de 88 font des pertes dans les chars alliés. L'attaque ralentit fortement, l'infanterie est bloquée devant les hangars nord et les chars sont repliés dans Carpiquet. À 11 h, un nouvel assaut sur les hangars nord se solde par un succès partiel. Plusieurs hangars tombent aux mains des Canadiens. Et voilà qu'aux alentours de midi, les renforts blindés allemands apparaissent et attaquent les Canadiens exposés dans les champs ouverts. La piste centrale devient un vrai champ de bataille. À 13 h, les Sherman du Fort Garry Horse affrontent les Panzer IV et Panther de la 12e SS. Plusieurs Sherman tombent pour seulement 2 blindés allemands. Mais les Canadiens tiennent la position et le front se stabilise au niveau du No Man's Land constitué par la piste d'atterrissage. Comme lors de Martlet, la perte des hangars nord est considérée comme inacceptable par l'état-major allemand. À 16 h, la 12e SS Panzer lance un assaut combiné de chars et d'infanterie. Les combats sont très rudes et le front est sur le point de tomber vers 17 h quand des renforts de chars du Fort Garry Horse arrivent à repousser l'assaut. La situation se stabilise après les combats de la journée. Durant la nuit, les Canadiens consolident leur position autour du village et des hangars nord. Les Allemands essayent des infiltrations nocturnes. Le lendemain, c'est aux Allemands de prendre l'initiative. Dès 5 h du matin, les hangars et la ville sont sous le feu d'une préparation d'artillerie. Une partie des hangars s'écroule. À 6 h, nouvel assaut allemand pour reprendre les hangars nord. Les combats sont rudes et longs. Les Canadiens profitent d'une retraite allemande après 9 h pour tenter de prendre le sud de l'aéroport. Mais cet assaut est repoussé grâce au MG42 embusqué dans le réseau de tranchées. Sur l'aéroport, le combat se poursuit à coups d'échange d'artillerie. À midi, sous couvert de fumigène, les Allemands surprennent les Canadiens par un assaut venant de l'Est, directement sur Carpiquet, menaçant de couper les hangars nord de leur soutien.
Le système défensif canadien monté durant la nuit est efficace et les pertes allemandes sont importantes et la ville n'est même pas inquiétée. Au soir du 5 juillet, le front est un statu quo. Les Canadiens ne peuvent pas franchir le no man's land de la piste d'atterrissage et les Allemands se sont épuisés dans des contre-attaques infructueuses. Les Canadiens comprennent qu'ils ne pourront pas prendre l'aéroport sans une offensive plus large. Ils consolident leur position et stoppent tout assaut. Cette offensive arrive avec l'opération Charnwood qui va débuter. L'opération Charnwood commence le 7 juillet à 22 h par un bombardement massif de nuit par les Britanniques. 764 bombardiers de type Halifax et Lancaster en rang serré larguent 2500 tonnes de bombes dans une zone comprise entre Camp-en-Plaine, Saint-Contexte, Camp-Nord et Hérouville-Saint-Clair. À 22h50, l'ensemble des bombardiers ont rempli leur mission, laissant 80% du nord de Caen détruit. Ce qui n'a pas été visé par l'aviation est, dès 4 h du matin, écrasé par un tir d'artillerie massif comprenant 636 canons de tout calibre et l'artillerie de marine du cuirassé HMS Rodney et sa suite. L'artillerie s'est en majorité acharnée sur les villages autour de Caen, Auty, Bureau, Saint-Contexte, voulant détruire les points de défense allemands. La ville de Caen est dévastée et parmi les civils encore sur place, c'est plus de 400 victimes qui sont dénombrées. Sauf que les Allemands ne sont que partiellement désorganisés. Ils savent que les Britanniques vont lancer l'assaut. Et dès que l'artillerie se tait, à 4h30, l'ensemble des 3 divisions britanniques se lancent à l'assaut pour prendre Caen. La 3e division anglaise, le long de l'axe Est, prend rapidement en début de matinée les villages de Lévisé et Hérouville. La progression est rapide car les Allemands sont fortement désorganisés. Ils arrivent aux abords de Caen en fin d'après-midi, mais les destructions de Caen liées au tapis de bombes ralentissent la progression. Au centre, la 59e division progresse jusqu'à Camp-en-Plaine, vers Galmanche qui est pris sans difficulté et progresse jusque Saint-Conteste où la défense allemande réplique fortement. La bataille dure jusque 9 h et Saint-Conteste tombe aux mains des Britanniques. La progression reprend vers Éperon aux alentours de midi. Éperon est atteint vers 15 h et les Anglais trouvent une ville dévastée, les positions allemandes disloquées. La 59e division progresse jusqu'aux portes de Caen sans grosse opposition. La nuit arrive et ils consolident le terrain en vue de l'assaut du lendemain. La route de l'ouest de Caen est ouverte. Les Canadiens consolident leur position pour le lendemain. Le 8 juillet 1944 au soir, la bataille de Caen a changé de nature. Toute la journée, les forces britanniques et canadiennes ont frappé sans relâche. Pour le commandement allemand, une évidence s'impose. La ligne nord de Caen est en train de céder. Face à cette situation, le choix est brutal mais clair. Continuer à tenir Caen au nord de l'Orme, c'est risquer l'encerclement. Les axes alliés convergent, les positions sont disloquées et surtout la supériorité aérienne alliée rend tout mouvement de jour extrêmement dangereux. Mais au-delà du terrain, c'est une question de priorité stratégique. Les divisions blindées allemandes du 1er SS Panzerkorps représentent une réserve précieuse. Les sacrifier dans une ville détruite sans profondeur défensive n'a aucun sens. Après 3 demandes insistantes de Courtmeyer dans la soirée pour un repli, dans la nuit du 8 juillet, la décision est prise. Seb d'Étriche propose d'abandonner le nord de la ville. Le choix s'inscrit dans la logique défendue par Rommel depuis le début de la campagne. Éviter l'anéantissement des forces mobiles, préserver les unités capables de contre-attaquer et se replier sur des positions plus favorables. Rommel, informé de la proposition, valide le choix. L'Orne devient la nouvelle ligne de défense. Derrière elle, les Allemands disposent d'un avantage crucial. Les hauteurs de Bourguébus et de Verrières, ces positions dominent toute la plaine au sud de Caen et offrent un terrain idéal pour stopper les offensives alliées. Dans la nuit du 8 au 9 juillet, le repli s'organise dans un silence complet. Ce n'est pas une fuite, mais d'un désengagement méthodique. Des arrière-gardes sont laissés dans la ville pour ralentir l'ennemi. Les ponts sont sabotés, les unités se retirent en bon ordre vers la rive sud. Le 9 juillet 1944 à l'aube, les soldats britanniques et canadiens se préparent à reprendre le combat. La veille, ils ont payé un prix terrible pour franchir les défenses allemandes au nord de Caen. Dans tous les esprits, une certitude. La bataille pour la ville sera longue, difficile et sanglante. Pourtant, dès les premières heures, quelque chose ne correspond pas. À l'est, les unités britanniques avancent avec prudence, prêtes à tomber sur des positions retranchées. Mais les tirs ne viennent pas. Les rues sont silencieuses.
Les premières patrouilles progressent, s'attendent à chaque instant à une embuscade, mais rien. Au centre, la 59e division entre dans les faubourgs nord. Là encore, seulement quelques tirs isolés. Des résistances sporadiques vite réduites. Rien à voir avec la violence de la veille. Très vite, le doute s'installe. Et c'est un piège. Une défense en profondeur prête à se refermer. Les officiers avancent prudemment, maison par maison, rue par rue. Mais plus ils progressent, plus une évidence se dessine. Les Allemands ne sont plus là. À mesure que la matinée avance, la surprise devient certitude. Camp Nord est vide. Les soldats traversent une ville méconnaissable. Les bombardements ont tout détruit. Les rues sont encombrées de gravats, les bâtiments éventrés, les civils hagards sortent des caves. Mais l'ennemi, lui, a disparu. Seuls quelques arrière-gardes rapidement neutralisés rappellent que la ville a été défendue avec acharnement la veille. À midi, les éléments avancés atteignent l'ordre. La réalité apparaît clairement. Les ponts sont déjà détruits. Sur l'autre rive, les Allemands sont déjà installés. Ce n'était pas une fuite, mais un repli organisé. L'ennemi a choisi son terrain. Pour les Alliés, le sentiment est double. D'un côté, c'est une victoire, quand objectif du jour J est enfin partiellement aux mains de Montgomery, sans avoir à livrer la bataille urbaine redoutée, sans les pertes massives que tout le monde anticipait. Mais de l'autre côté, une frustration apparaît. L'occasion de détruire les forces allemandes dans la ville s'est envolée. Les divisions blindées ennemies sont intactes et déjà en position sur la moitié sud de la ville. Le 9 juillet ne marque pas la fin de la bataille de Caen, il en marque le tournant. Mais les Allemands gardaient l'essentiel, leur force et surtout le terrain dominant. À Carpiquet, c'est le même scénario qu'à Caen. Durant la nuit, les unités de la 12e SS Panzer reçoivent l'ordre de se replier derrière la rivière Odo, au sud de l'aéroport. Le repli se fait en silence pour ne pas prévenir les Canadiens à une centaine de mètres de leur position. Au matin, une préparation d'artillerie se fait sur les positions vides allemandes. La poussée de la veille vers Caen a convaincu les Britanniques de mettre la pression vers les positions sud de Carpiquet. Les Canadiens des Queen's Oath Rifles progressent dans le No Man's Land. Aucun tir empêche la progression. Piège ? Non. Arrivés de l'autre côté de la piste, les Canadiens trouvent les hangars sud vides de tout Allemand. Comme à Caen, les Allemands leur ont échappé. Et déjà, au sud de l'Orne et de l'Odon, une nouvelle bataille se prépare. Sous les bombes de la Libération. En juin 1944, la Normandie attend la liberté. Mais c'est le ciel qui s'ouvre en premier. Des centaines de bombardiers alliés apparaissent à l'horizon. Leur objectif est clair, détruire les positions allemandes avant l'avancée des troupes au sol. Mais ces bombardements ne sont pas toujours précis. Et au sol, il n'y a pas que des soldats, il y a des civils. À Caen, les premières frappes commencent dès le 6 juin. Elles se poursuivent durant plusieurs semaines. Puis, début juillet, lors de l'opération Charnwood, la ville subit un bombardement massif en tapis. Au total, sur l'ensemble de la bataille, environ 2000 civils sont tués à Caen. Non pas en quelques heures, mais au fil de plusieurs bombardements successifs étalés sur plus d'un mois. À Saint-Lô, les frappes de juin et juillet transforment la ville en ruine. On compte plus de 1000 morts civils. La ville est détruite à plus de 90%. Au Havre, en septembre 1944, les bombardements alliés font environ 5000 victimes civiles en quelques jours seulement. C'est l'un des épisodes les plus meurtriers de la bataille de Normandie. Les carpet bombing, utilisés notamment pour préparer les offensives comme l'opération Charnwood, visent à écraser les défenses allemandes sur de larges zones. Mais leur précision reste limitée. Les bombes tombent sur des quartiers entiers sans distinction claire entre les positions militaires et les zones habitées. Le bilan humain. Durant la bataille de Normandie, les pertes sont évaluées selon les travaux de Jean Kellien. Il dénombre environ 20 000 morts civiles et des dizaines de milliers de blessés uniquement liés aux bombardements alliés. Dans de nombreuses villes, la population survit pendant des semaines dans des caves, sans eau, sans nourriture, au rythme des bombardements. Ces frappes ont été essentielles pour percer le front allemand, mais elles ont aussi frappé durement les populations civiles. La libération de la Normandie ne s'est pas faite en un instant ni sans conséquences. Elle s'est construite jour après jour sous les bombes. Montgomery présente l'opération Charnwood comme un succès, mais plusieurs officiers britanniques la voient comme une victoire tactique sans percée stratégique. Même si Charnwood est une victoire avec la prise du nord de Caen, l'opération laisse un goût de déception chez les officiers et les soldats britanniques.
L'ennemi leur a glissé entre les doigts et se trouve maintenant positionné en défense derrière l'Orne-et-Laudon, dans la partie sud de Caen. Cette décision allemande a des conséquences majeures. Elle permet aux Alliés de s'emparer enfin de Caen, objectif du jour J. Mais elle sauve aussi l'essentiel des forces blindées allemandes dans ce secteur. Car la bataille n'est pas terminée, elle ne fait que se déplacer. Quelques jours plus tard, sur les hauteurs au sud de la ville, ces mêmes unités opposeront une résistance acharnée lors de l'opération Goodwood et Atlantique. En abandonnant le nord de Caen, les Allemands ont perdu une ville, mais ils ont préservé leur capacité de combat. Les pertes durant l'opération Windsor est pour les Canadiens de 132 tués et environ 240 blessés ou disparus. La brigade blindée Fort Garry Horse perd 12 Sherman, les autres pouvant être réparés. Pour les Allemands, environ 90 tués pour 200 blessés ou capturés. La 12e SS perd seulement 6 chars dans les combats autour de hangars. Les pertes pour l'opération Charnwood pour un seul jour de combat sont très élevées. Pour les Britanniques, mais surtout chez les Canadiens, environ 750 morts et 2500 blessés ou disparus. Et environ 150 chars détruits, majoritairement des Cromwell obsolètes et des Sherman des Canadiens, sur près de 400 chars. Côté allemand, les pertes sont plus lourdes que pour Epsom, montrant la violence des combats et leur défense acharnée, surtout face aux Canadiens. Les pertes au total sont d'environ 4500 hommes tués, blessés, capturés ou disparus. Ce n'est pas le détail exact des morts. Ainsi qu'environ 75 chars détruits sur un effectif de départ de 100. La réserve n'a pas été engagée et est préservée pour la suite de la campagne. La 12e SS est très affaiblie en hommes. Les groupes d'assaut sont fusionnés, les transferts d'autres divisions renforcent la division. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Normandie, les Américains ont deux soucis majeurs. 1. Consolider le Cotentin en vue d'une prochaine opération vers le sud. Et 2. Prendre Saint-Lô au milieu de l'enfer vert du bocage. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter les faits en commentaire, je vous réponds sans souci. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille. La bataille de Normandie continue.